Attention, 3, 2, 1, on papote? Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On papote. Tu le sais, on va parler d'amour, de séduction, d'amitié, de confiance en soi, de sexualité, de vous, de moi. Et pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram via une petite boîte à questions de me poser vos questions courtes pour que moi j'essaye de faire des réponses courtes, mais depuis le temps on sait très bien que j'y arrive pas. Donc c'est parti, papotons. On démarre avec une question sur laquelle tout le monde n'est vraiment pas d'accord, c'est la fameuse différence d'âge. Gertrude me dit, on a 10 ans d'écart, lui 32, moi 22, et j'ai jamais été en couple. Est-ce que c'est une bonne idée de sortir ensemble du coup? Alors, ma Gertrude, et toutes les personnes qui regardent cette vidéo, si tu as l'habitude de regarder mes contenus, tu le sais, à mon sens, la seule chose qui compte quand on est en couple avec qui que ce soit, c'est d'être heureux, amoureux, respecté, entendu, écouté, enfin tu vois, c'est de se sentir bien en fait. Donc en réalité, que vous ayez une seconde d'écart, 10 ans d'écart, 50 ans d'écart, si tu me dis que vous êtes tous les deux heureux, amoureux, respectés, que vos besoins essentiels sont remplis, j'ai envie de dire mais banco, go, c'est hyper cool. La seule chose qui compte c'est que vous soyez heureux, tu vois. Maintenant évidemment la différence d'âge, notamment quand elle commence à être grande, c'est vrai que 10 ans d'écart, l'air de rien, c'est quand même un écart d'âge important. Ce qui fait jaser, c'est l'idée reçue selon laquelle la personne la plus vieille du couple va exercer finalement une emprise sur la personne la plus jeune. Typiquement, quand un homme plus vieux va sortir avec une femme plus jeune, tout le monde va lui dire ah mais il est là que pour ton cul, tout ce qu'il veut c'est du cul, il va te manipuler et nanana, bref, sous prétexte que tu vas sortir avec quelqu'un qui a 10 ans de plus, tu ne vas plus avoir de cerveau. J'ai utilisé l'exemple de l'homme plus vieux parce que c'est précisément celui dans lequel les gens ont le plus peur, on va savoir pourquoi. Du coup ma Gertrude, quand tu me demandes si c'est une bonne idée de sortir avec quelqu'un qui a 10 ans de plus que toi alors que tu n'as jamais été en couple, la seule chose que j'ai envie de te dire c'est attention du coup. Évidemment quand on sort avec quelqu'un, ce qui compte c'est de se sentir bien, comme je te disais, de se sentir respecté, écouté, entendu, de sentir que tes besoins essentiels sont remplis, etc. D'avoir bien conscience que tu es libre de faire tes propres choix, que tu n'es pas manipulé. Et si tout ça c'est ok, bah évidemment que c'est une bonne idée de sortir avec quelqu'un qui te plaît. On s'en fout que cette personne ait 10 ans de plus que toi ou pas. Mais vraiment, j'insiste, pour moi, la seule chose qui compte c'est qu'on soit heureux et amoureux. Alors attention évidemment, le fait que ce soit légal, ça compte bien entendu. 22 ans, 32 ans, c'est tout à fait légal, tout va bien. Tu m'aurais dit 12 ans, 22 ans, tout à coup je t'aurais dit ça passe pas. On est d'accord, hein. L'important c'est qu'on soit heureux, blablabla, et que ce soit légal. Donc ma Gertrude, est-ce que c'est une bonne idée? Oui. Est-ce qu'il faut y aller les yeux fermés? Non, il faut y aller intelligemment, mais comme dans n'importe quelle relation, j'ai envie de te dire, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle, on n'y va jamais les yeux fermés, il faut toujours rester un petit peu sur ses gardes dès le départ, et puis après, petit à petit, une fois qu'on voit apparaître tous les feux verts, on se dit ok, on baisse un peu la garde, etc. Mais voilà, 10 ans d'écart ou pas, honnêtement, à mon sens, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est que tu sois heureuse, amoureuse, et j'insiste que ce soit légal. La question à 10 000, Gertrude me dit, mon copain est vraiment jaloux, il fouille mon téléphone, etc. alors que je n'ai rien à cacher, que faire? Alors ma Gertrude, le sujet du je fouille ton téléphone, comment te dire que c'est une idée de merde, mais comme rarement on en a vu, hein. Le téléphone, c'est quoi? Pour tout un chacun, le téléphone, c'est une mine d'informations sur toi. C'est très intime un téléphone. Il y a des photos de gens que tu aimes, des photos de choses qui t'intéressent, des captures d'écran, de recherches que tu as pu faire, il y a des messages, donc des conversations privées, voire même peut-être intimes, avec des gens que tu aimes. Si tu n'effaces pas ton historique de recherche, si ça se trouve, il y a même tes préférences pornographiques dedans, bref, il y a toute ta vie dans ton téléphone. Quelqu'un qui ouvre ton téléphone, il sait tout de toi. Or, le problème, quand quelqu'un vient fouiller ton téléphone, c'est que finalement, en fouillant ton téléphone, cette personne va venir violer ton intimité. Et que ce soit le téléphone ou l'ordinateur ou quoi que ce soit, hein, on vient violer ton intimité. Alors, je vous vois venir à 10 000, celles et ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos. Oui, mais Nad, 2-3 fois, t'as dit que c'était ok de le faire. Attention, je ne pense pas que ce soit ok de fouiller un téléphone, parce qu'encore une fois, tu viens violer l'intimité de quelqu'un. Je pense que si tu veux des réponses à tes questions, il faut les poser à la personne. Si tu n'as pas confiance en cette personne, c'est à toi, au final, de suivre un petit peu ton instinct. Il arrive, bien entendu, que la fin justifie les moyens, et que malgré des questions qui ont été posées, on ne croit pas l'autre, et du coup, on va fouiller dans son téléphone, et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ce qu'on cherchait. Oui, ça arrive, et dans ces cas-là, je pense qu'effectivement, bah, c'était bien de le faire, parce qu'au moins, on est fixé, et goodbye. Là, ma Gertrude, dans ton cas, on n'est pas sur un délire où ça fait un petit moment qu'il réfléchit à quelque chose, et qu'il s'inquiète, et que bon, bah, une fois, il a fouillé dans ton téléphone. Ce n'est jamais pardonnable, hein, soyons d'accord. Ça ne se fait pas de fouiller dans le téléphone, mais tu sais, bon, bah, ça peut arriver, ça fait chier, on en parle, je te pardonne ou pas, et puis on passe à la suite, tu vois. Mais là, dans ce que tu me racontes, ma Gertrude, ton mec, il fouille ton téléphone tout le temps. Et le problème, en fait, dans fouiller le téléphone, c'est que même si, comme tu le dis, tu n'as rien à cacher, quelqu'un qui cherche la merde, il va toujours finir par trouver quelque chose qui ne lui plaît pas, notamment en fouillant le téléphone. Tu sais, tu vas toujours finir par trouver un message qui a 1000 interprétations possibles. Évidemment, tu vas prendre le pire scénario, et du coup, ça va foutre la merde, toi, tu vas devoir te justifier, tu vas te sentir complètement envahi dans ton intimité
bafouer dans tes droits fondamentaux, ce qui va être le cas du coup, puisqu'encore une fois, quelqu'un qui fouille ton téléphone, c'est quelqu'un qui va avoir accès à tout, tes conversations privées, des photos, tes centres d'intérêt, potentiellement des conversations même intimes, ou je sais pas, tu pourrais te confier, bref, fouiller le téléphone de quelqu'un, ça peut arriver, c'est pas bien, mais ça peut arriver. En revanche, le faire quotidiennement, mais c'est terrible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es fliqué perpétuellement par ton mec. Donc toi, tu te sens envahi, encore une fois, dans ton intimité et dans tes libertés fondamentales, et lui, de toute façon, je vais te dire une bonne chose, ça ne l'aide pas de fouiller ton téléphone, parce que qu'est-ce qui se passe sur le téléphone d'une personne en 24 heures? À peu près 1 milliard de choses. Donc tous les jours, ça veut dire qu'il a un nouveau milliard de choses à checker. T'imagines l'angoisse? Donc ma Gertrude, ton mec fouille ton téléphone, il est jaloux, etc. Que faire? Premièrement, maintenant qu'il a eu l'occasion de tout fouiller, de se rassurer, tu lui dis, écoute, c'est la dernière fois que tu vas fouiller mon téléphone. Vas-y, une dernière fois, de toute façon, foutu pour foutu, mon intimité elle est violée. Vas-y, je t'en prie. Fouille tout ce que tu veux, et une fois que tu auras fouillé une dernière fois mon téléphone, je te le dis, tu n'y toucheras plus jamais, parce que je ne suis plus d'accord. C'est ce qu'on appelle mettre une barrière. Mettre des barrières, c'est absolument nécessaire, voire même vital, avec tout le monde dans la vie. Les barrières, c'est ce qui te permet de rester en vie. Boundaries, comme ils disent les Anglais. Et mettre des barrières face à quelqu'un, ça veut pas dire qu'on l'exclut de notre vie. Mettre des barrières face à quelqu'un, c'est la preuve qu'on est en train d'essayer de créer un équilibre sain avec cette personne. Donc on a envie de garder cette personne dans sa vie. Donc tu lui expliques ça. Tu lui dis, écoute, je ne suis plus d'accord pour que tu violes mon intimité tous les jours en fouillant dans mon téléphone. Moi, je me sens envahie dans mon intimité et c'est tout à fait normal. Donc voilà, je ne suis plus d'accord, on va arrêter ça. Maintenant, à chaque fois que tu auras envie de fouiller dans mon téléphone, et d'ailleurs, pourquoi il fouille dans ton téléphone? Pour se rassurer, hein, tu viens me le dire et on en discute. Moi, je vais te rassurer et je vais t'aider. Je vais t'accompagner là-dedans. J'ai envie que tu sois rassuré. J'ai envie que tu réussisses à me faire confiance et que potentiellement, par la même occasion, tu prennes un petit peu confiance en toi. Mais voilà, c'est terminé. Ce moment où tu fouillais dans mon téléphone, c'est stop. Et alors, à partir de là, quand tu lui auras dit ça, si lui, il t'explique que non, c'est mort, s'il a plus le droit de fouiller ton téléphone, il se sépare de toi ou quoi que ce soit, honnêtement, c'est le pire des red flags, hein. Pas de problème, casse-toi. En fait, ton intimité, c'est important. Tu as le droit d'avoir un jardin secret. Et il n'a pas le droit de violer ton intimité. Sous quelque prétexte que ce soit, hein. Que ce soit tes parents, tes frères et sœurs, ta famille, tes collègues de boulot, tes amis, tes meilleurs amis ou ton amoureux, ton amoureuse, personne n'a le droit de violer ton intimité. Donc c'est stop en fait. Que faire? Tu poses des limites. Et s'il n'est pas d'accord avec cette limite, c'est qu'il n'a rien à faire dans ta vie. J'espère que ça t'aura aidé. Ouh, attention, on est sur du croustillant. Mon mec m'a avoué qu'il s'était masturbé sur des nudes de son ex. Entre parenthèses, il ne l'aime plus. Je suis deg. Bah ouais, tu m'étonnes que t'es deg. Non mais enfin. Non mais alors pardon, mais on parlait d'intimité il y a 2 secondes là. À quelle heure ton mec il vient te raconter ça, honnêtement? Parce que t'es à la limite, il se branle sur des photos de qui que ce soit, très bien, bah fais tes petites affaires, tu vois. Mais ça te regarde pas. Le fait qu'il se masturbe, c'est son intimité. Que ce soit sur du porno, sur des photos de gens qui existent, de stars, d'ex, de tes copines, de toi, ce à quoi il pense quand il se masturbe, c'est son intimité, ça ne te regarde pas. Honnêtement, je suis très frustrée de ne pas savoir le contexte de cette conversation, parce que j'ai presque envie de te dire, c'est malsain de te donner ce genre d'informations. Tu n'as ni besoin, ni envie, du coup, de connaître cette information. On est d'accord? Donc pourquoi est-ce qu'il te l'a donné? Est-ce que c'est toi qui lui as demandé? Et honnêtement, si tu lui as demandé, tu sais quoi, ça s'apparente presque à fouiller dans le téléphone. Tu sais, t'es en train de dire, tiens, il y a une information que je ne suis pas censée connaître, mais j'aimerais la connaître quand même pour être sûre. Bah tiens, voilà, t'as joué, t'as perdu. Qu'est-ce que tu fais toi de cette information maintenant que tu l'as? À part perdre confiance en toi, honnêtement, ça t'amène à rien. Donc ma Gertrude, je comprends que tu sois deg. Si jamais cette information c'est toi qui l'as demandé, à l'avenir, honnêtement, ne la demande plus, parce que ça te fait plus de mal qu'autre chose. Et si c'est lui qui te l'a donné en mode normal, oh en fait tu sais pas quoi, je me suis branlée sur des photos de mon ex, n'hésite pas à pareil, mettre des limites, lui dire écoute, ce genre d'information, en vrai tu fais ce que tu veux, c'est ton intimité, mais moi ça me blesse et c'est tout à fait normal que ça te blesse pour le coup, hein. Moi ça me blesse, j'ai pas envie de le savoir, ça n'est pas censé avoir un impact sur notre amour et sur notre vie de couple, donc garde ça pour toi en fait, ça ne me regarde pas et je ne veux pas le savoir. Donc ma Gertrude, de toute façon maintenant le mal est fait, l'info tu la connais, essaie de la digérer, j'ai envie de te dire, mais à l'avenir, faites en sorte de garder chacun votre jardin secret. On n'a pas besoin de tout savoir et encore moins les informations blessantes. Envie de revoir un ex d'il y a 10 ans pour reprendre de ses nouvelles. Irrespectueux envers mon copain? Point d'interrogation. Alors ma Gertrude, si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, tu connais mon avis à ce sujet. Les ex, c'est des nids à emmerde. C'est-à-dire que, d'une manière générale, le fait de garder ses ex dans sa vie, c'est un nid à emmerde. Pourquoi? Parce que tu sois en couple ou que tu sois en train de draguer quelqu'un pour bientôt être en couple, qu'est-ce que la nouvelle personne qui est ou va être à tes côtés pense? Il ou elle va penser, ok, terrain miné. Ex dans le collimateur égale insécurité égale ça me plaît pas, déjà. Et ensuite, même si t'es célibataire, le fait de garder tes ex dans le collimateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as pas suffisamment d'amis pour avoir besoin de garder tes ex en tant que amis. D'ailleurs, soit dit en passant, l'amitié avec ses ex, moi j'y crois pas du tout, hein. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi à ce sujet, mais enfin, pour moi il y aura toujours une ambiguïté. Donc bref, ma Gertrude, tu m'expliques que ça fait 10 ans que t'es plus avec ce mec et que t'as envie d'avoir de ses nouvelles, j'ai envie de te dire, t'es peut-être pas obligé de le contacter. T'as qu'à faire un petit tour sur son Insta ou sur sa page Facebook, t'auras des infos, et puis t'as qu'à le googler, ta curiosité sera satisfaite, et puis tu le laisses là où il est, ton ex. Non? Parce qu'en fait, tu me demandes
demande toi-même si c'est irrespectueux envers ton copain. C'est pas à moi de répondre, c'est à ton copain. Puisque c'est ton mec, tu connais potentiellement son avis à ce sujet. Et surtout toi, tu connais ton propre avis à ce sujet-là. Imagine juste ton mec là, ça fait 10 ans qu'il est plus avec cette meuf, mais tiens, il a envie d'avoir des nouvelles de son ex, donc il la recontacte. Honnêtement, tu le prendrais comment? Que ce soit juste de la curiosité ou que ce soit intéressé, pour ma part, je le prendrais très très mal. Pourquoi? Parce que on ne déterre pas les cadavres, c'est tout. On les laisse là où ils sont. Rest in peace, tu vois, repose en paix. Continue ta vie, je suis très heureuse pour toi si t'es heureux aussi, mais ça s'arrête là. Donc ma Gertrude, pour en revenir à ta question, est-ce que c'est irrespectueux envers ton copain? Ça dépend de vos limites à vous. Moi je te donne les miennes, évidemment ça n'engage que moi. Peut-être que ton copain il est ultra ok avec le fait de recontacter ses ex, etc. Auquel cas, bah non, c'est pas irrespectueux. Maintenant, si tu me poses la question, quelque chose me dit que tu as conscience que ça ferait pas trop plaisir à ton mec. Or, si tu sais que recontacter ton ex, ça ferait pas plaisir à ton mec et que tu le fais quand même, est-ce que c'est irrespectueux? Je sais pas si c'est irrespectueux, le mot est peut-être un peu fort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu chies sur ses limites à lui. Et d'une manière générale, quand on commence à chier sur les limites de notre amoureux ou de notre amoureuse, ça sent pas bon. Décidément, c'est le on papote de l'intimité. Gertrude me dit, j'ai lu une conversation de mon copain avec un pote qui est très vulgaire. Ça me gêne. Est-ce que je lui en parle? Mais vraiment, merci pour toutes ces illustrations sur à quel point garder son jardin secret et son intimité est important, même en couple. Là, tu me dis que t'as lu une conversation qui du coup était privée entre ton mec et son pote. En fait, le truc c'est que ton mec, il a évidemment diverses facettes de sa personnalité. Il n'est pas la même personne quand il est en privé avec toi, en public avec toi, en privé avec ses potes, en privé avec ses parents. Enfin tu vois, on se comporte toujours un petit peu différemment selon la personne avec laquelle on est. Or là tu m'expliques que ton mec il a eu une conversation très vulgaire avec un de ses potes, c'est sans doute sa façon de se comporter avec son pote. Et la question que j'ai envie de te poser c'est comment t'es tombé sur cette conversation, honnêtement? Est-ce que t'es allé fouiner dans des archives qui ne te regardent pas pour découvrir des détails de son intimité? Parce que si c'est le cas, bingo, t'es tombé sur un détail de son intimité, en plus un détail que tu n'avais pas envie de connaître, encore une fois. CF l'histoire de la Gertrude qui nous raconte que son mec se branle sur les photos de son ex. Tu n'as pas envie de tout savoir dans les détails de ce qui se passe dans le jardin secret de ton mec. Donc là, bam, t'es tombé sur un détail qui ne te plaît pas. Alors, est-ce que tu dois lui en parler ou pas? Ça dépend, j'ai envie de te dire. Ça dépend de comment tu es tombé sur cette conversation. Si tu es tombé sur cette conversation littéralement en fouinant, moi je trouve que t'as absolument rien à dire, ça ne te regarde pas, tu n'étais pas censé tomber là-dessus. Ce côté vulgaire qui te dérange, tu ne l'avais jamais vu jusqu'à maintenant, c'est la preuve que tu n'as pas à en souffrir du tout. Donc je pense que pour le coup, c'est pas trop ta place. Maintenant, si c'est lui qui a voulu te la faire lire, c'est tout autre chose. Dans tous les cas, si tu as besoin de lui parler de quelque chose, évidemment, je pense qu'il faut le faire. Mais si jamais tu le fais alors que t'es allé fouiner, j'aimerais que tu gardes quand même en tête que c'était déjà très déplacé de ta part d'aller fouiner dans son intimité. Le fait d'en plus aller dire, dis donc que je suis allé fouiner, j'aime pas trop la façon dont tu t'exprimes avec ton pote, je trouve ça un peu déplacé, honnêtement. Je comprends que ça te gêne, je comprends tout à fait que t'aies besoin d'en parler, mais ça te regardait tellement pas, et t'étais tellement pas censé tomber dessus, que j'aurais un peu tendance à te demander de quoi tu te mêles. Je me mets à sa place, tu vois, à ton mec, et je me dis, mais what the fuck, genre je parle encore comme je veux avec mes potes, tu vois. À toi de voir, ma Gertrude. Je pense que tu risques de te faire mal recevoir. Maintenant, si t'as besoin d'en parler, t'as besoin d'en parler. Mais j'insiste peut-être une dernière fois sur ce point, laissons à chacun et chacune son jardin secret. C'est important, c'est essentiel. Et d'ailleurs, d'une manière générale, comme je le disais tout à l'heure, quand on cherche la merde, on finit toujours par la trouver. Question très intéressante parce qu'on est dans la pratique. Gertrude me dit, j'ai DM mon crush mais il n'avait pas l'air emballé. Que faire par la suite? Alors ma Gertrude, déjà, bravo. C'est cool d'avoir DM ton crush parce que t'as osé, t'as fait un move vers la personne que tu kiffes et rien que pour ça, bravo parce que je sais que c'est pas évident. Tu me dis que tu l'as DM et qu'il avait pas l'air très emballé, ça peut arriver et ça veut pas forcément dire que c'est mort. Parce qu'en vrai, si tu l'as DM alors qu'il te connaît pas du tout, bah tu sais, le fait de s'intéresser vraiment à quelqu'un, ça prend du temps. Donc peut-être qu'il faut aussi en parallèle développer votre relation en vrai. Envoyer des messages c'est bien, développer sa relation en vrai c'est mieux. Donc que faire par la suite? À chaque fois que tu le croises, surtout prends bien la peine de lui dire bonjour, de papoter un peu, de délirer avec lui, de lui montrer que t'es une meuf cool, sympa, intéressante, joviale, enfin bref, de jouer un peu le jeu de la séduction. Quand tu vois qu'il poste un truc marrant ou une story ou quoi que ce soit et que t'as un truc sympa, drôle, fun, court à dire, hésite pas à réagir, un petit peu mais pas trop, hein, toujours pareil. Et si tu vois que ça avance pas, il y a un moment, j'ai envie de te dire, foutu pour foutu, tu lui proposes d'aller boire un verre et tu vois ce qu'il te répond. Parce que là, comme tu me disais, t'as fait un move, bon, t'as senti que c'était un peu mi-figue mi-raisin, déjà il a répondu, c'est déjà ça, mais il avait pas l'air trop emballé. Évidemment, tu peux le travailler un peu au corps, tu peux bosser un peu le sujet, mais tu sais, donne-toi une petite deadline, dis-toi que dans un mois et demi, si ça a toujours pas avancé, foutu pour foutu, tu lui proposes une soirée, un verre, une promenade, une activité que tous les deux, tu vois ce qu'il te répond. S'il est dispo, tu vois comment ça se passe et trop cool. S'il est pas dispo, bon, prends-le comme un non et passe à autre chose. Parce que tu sais, souvent dans mes vidéos, je le dis, il faut se donner les moyens de ses ambitions, il faut aller chercher les personnes qu'on veut, etc. Grave, c'est hyper important. En revanche, être capable d'ouvrir les yeux sur le fait que quelqu'un n'est peut-être pas intéressé par nous, c'est important aussi. Parce que travailler au
encore quelqu'un, ok, c'est cool, mais quelqu'un qui n'est pas intéressé par toi, tu peux y passer des mois voire des années, ça ne fonctionnera pas. Si quelqu'un ne veut pas de toi, il ne veut pas de toi. Point. Donc moi Gertrude, bosse un petit peu l'affaire, creuse un peu en profondeur, donne-toi une deadline, à la fin de la deadline, foutu pour foutu, tu proposes un truc, tu vois ce qui se passe. Si c'est oui, tant mieux, on continue, si c'est non, faut se faire une raison. Ouh là 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 là, 2 mois qu'on parle, il m'a dit qu'il pourrait jamais couper contact avec son ex. Je fuis, point d'interrogation. Je rigole parce que, encore une fois, si tu regardes mes vidéos, tu connais mon avis sur la question. Alors ma Gertrude, est-ce que tu fuis ou pas, tout en sachant que ce mec ne coupera jamais contact avec ton ex? J'ai envie de te dire, ça ne dépend pas de ma réponse. Ça dépend de ta sensibilité à toi. Il y a des gens que ça ne dérange absolument pas. Tu sais, des gens qui vont avoir suffisamment confiance en eux et en l'autre et qui vont dire ouais, c'est ok pour moi que ton ex soit dans le paysage, ça me pose aucun problème, t'inquiète, j'ai confiance. Il y a d'autres personnes, dont pour ma part je fais plus partie, qui vont être en mode ex égale nid à emmerde, ex en collimateur égale problème dans le secteur, et donc je fuis. Or, toi ma Gertrude, quand tu me dis que ça fait 2 mois que vous discutez ensemble et que lui t'a bien expliqué que clairement il couperait jamais contact avec ton ex, si tu viens m'en parler, je me doute que ça doit te poser un peu problème. Est-ce que tu fuis? À toi de voir. L'histoire n'est peut-être pas achetée à la poubelle tout de suite. Déjà, c'est qui cet ex? Ça fait combien de temps qu'ils sont plus ensemble? Est-ce que t'as l'impression que c'est vraiment terminé ou pas? Est-ce qu'il a un comportement ambigu par rapport à elle ou pas? Est-ce que elle a un comportement ambigu par rapport à lui ou pas? Est-ce que leur relation te dérange ou pas? Une fois que t'auras analysé tous ces éléments, là tu sauras s'il faut fuir ou pas. Pour ma part, maintenant que je suis pleine d'expérience, je sais que si ça m'arrivait, ce qui ne m'arrivera pas puisque de toute façon je suis en couple, heureuse et amoureuse, bref, si ça m'arrivait, quelqu'un qui me dirait comme ça au bout de 2 mois, écoute, je te préviens, moi mon ex, je ne couperai jamais les ponts avec, je sais que chez moi c'est un red flag. Donc oui, moi, et ça n'engage que moi, hein, j'aurais fui, mais loin, loin, loin. Après, si tu sens que tu as la même sensibilité que moi, je t'invite effectivement à fuir. Si tu sens que t'es un peu plus chill que moi sur le sujet, peut-être que tu peux lui donner une chance et creuser un peu le sujet. Comme je te disais, c'est vraiment à toi de voir ma Gertrude et ça dépend de ta sensibilité à toi, certainement pas de la mienne. Attention, une phrase de daron, mais ça fait du bien aussi de parler des problèmes de parents. C'est une Gertrude, j'imagine, qui me dit « J'ai peur de laisser mon bébé à la crèche ou à une assistante maternelle, j'ai envie de démissionner, help !» Ma Gertrude, mais comme je te comprends, mais comme je te comprends. Le moment où il a fallu que je laisse mon baby à la crèche, c'était une déchirure. Je me souviens du moment de l'adaptation, parce que pour celles et ceux qui sauraient pas, quand tu mets ton bébé, que ce soit à l'assistante maternelle ou à la crèche, pour ma part c'était la crèche, il y a une période d'adaptation. C'est-à-dire que le premier jour, tu viens à la crèche et tu restes 1 heure ou 2 avec ton baby à la crèche pour se familiariser un petit peu dans les locaux, etc. Ensuite, tu reviens, tu restes un petit peu, tu le laisses, je sais pas, une connerie genre 15 minutes, tu reviens. Le 3e jour, tu viens, tu le laisses une demi-heure. Le 4e jour, tu viens, tu le laisses 1 heure. Ensuite, 2 heures. Enfin bref, tu vois, tu fais les choses progressivement. Je me souviens déjà que juste cette période d'adaptation, les 15 minutes, genre, elle m'avait paru être une éternité et c'était très très dur. Je comprends tout à fait que tu aies envie de démissionner parce que tu ne fais confiance à personne par rapport à ton bébé. Je suis passée par là et j'ai toujours du mal, hein, j'avoue, à faire confiance aux gens qui vont garder mon bébé. Mais voilà ce qu'on m'a dit et je pense que c'est vrai, ces choses-là qu'on m'a dites. Même si pour ma part, j'ai encore du mal à les intégrer, je vais te les dire, peut-être que ça t'aidera. J'ai lu, entendu, appris que un bébé, évidemment, il a besoin de sa mère, c'est hyper important. Il a besoin de savoir que sa mère, ses parents, hein, de toute façon, hein, sont là pour lui, etc. s'il a besoin. Mais il y a un moment où, quand il commence un petit peu à s'ouvrir au monde, c'est hyper chouette en fait de le laisser découvrir que, au-delà de maman et potentiellement du coparent, il y a aussi d'autres gens qui peuvent être cool, intéressants et qui vont lui apprendre des choses nouvelles. Tu vois, par exemple, quand je suis arrivée à la crèche, je me souviens très bien, je me suis dit ah mais elle est pas assez comme ci et lui il est pas assez comme ça et oh, mais mon bébé peut-être qu'il va manquer de ceci, de cela, etc. En fait, tout simplement, je refusais le fait que la référente de mon fils à la crèche soit différente de moi. Sauf que évidemment qu'elle allait être différente de moi. C'est super en fait. Contrairement à ce que je me suis dit au tout début, c'est une richesse, c'est génial. Et d'ailleurs aujourd'hui, je vois le lien qu'il a avec sa référente, mais c'est tellement beau, c'est ultra fort. Il l'adore, elle l'adore aussi, et je suis trop fière de constater que mon fils a créé un lien avec quelqu'un d'extérieur, même à la famille, sans ma protection, et que c'est un lien très sain et très fort. En fait, c'est très beau parce que ça fait partie du développement de l'enfant. On a tendance à vouloir surprotéger nos bébés, et c'est normal, on veut le meilleur pour eux, etc. Sauf que surprotection égale trop. Le laisser aller à la crèche, c'est lui donner une chance de s'ouvrir à un monde extérieur dans lequel il sera dorloté, choyé, accompagné d'une façon différente de la nôtre, et c'est une richesse. C'est difficile à encaisser au début parce qu'ils sont tout petits, mais gardons-le bien en tête, c'est une richesse pour eux et de toute façon c'est nécessaire. Maintenant, petit disclaimer quand même, le fait que ce soit dur, je pense que c'est normal. Maintenant, il faut pas non plus que ce soit abominable. Pour ma part, j'ai posé mon fils à la crèche, il avait 7 mois et il était vraiment temps pour moi que je reprenne le boulot, déjà parce que j'en avais envie. C'était très très dur de le déposer à la crèche, mais je savais pourquoi je le faisais et j'avais envie de reprendre le travail. Si toi là tu m'expliques par exemple que ton bébé, mais qu'il soit plus vieux ou plus jeune que le mien quand je l'ai posé à la crèche, hein, si tu m'expliques que là, à cet âge-là, pour toi c'est horrible de poser ton bébé à la crèche parce que vraiment t'as le sentiment de l'abandonner, que c'est trop fort ou quoi que ce soit, ou
quel autre sentiment que tu puisses ressentir, c'est peut-être que c'est pas le bon timing pour toi. Hein. Personne ne t'oblige à déposer ton bébé à la crèche maintenant. Il existe des congés parentaux, tu as le droit de poser un congé parental. Tu vas complètement manquer de thunes parce qu'un congé parental, je crois que tu touches une connerie genre 500 balles par mois, c'est-à-dire à rien, même pas de quoi payer la crèche. Mais tu peux faire ça. Si tu peux te le permettre financièrement parlant, tu as le droit de faire ça. Donc à toi de voir, ma Gertrude, avec le coparent, si vous pouvez vous permettre de faire ça. Si toi, tu penses que c'est trop tôt pour poser ton bébé à la crèche ou à une assistante maternelle, si tu penses que le timing est bon et que c'est juste toi et ton côté maman poule, j'espère que mes paroles t'auront apaisé. Maintenant, si tu sens que malgré toutes ces paroles, tu te dis non, mais moi je sens que vraiment c'est viscéral, il faut pas que je le pose maintenant, il y a que toi qui sais ce qui est bon pour ton bébé. Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'as fait. Donc si tu sens que c'est pas le moment, c'est que c'est pas le moment et il faut s'écouter. Parce que ton bébé, en tout cas c'est ma vision des choses, hein, ça passe juste avant tout le reste. À bon entendeur. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour ce On Papote. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé et que ça t'a diverti. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à noter ce podcast. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube ou à cette chaîne de podcast. Si jamais tu souhaites me raconter ton histoire en direct et en privé, donc que ça ne passe pas en vidéo ou en podcast, tu le sais, c'est possible. Il te suffit de prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr. Tu pourras choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu pourras décider de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères et selon ce qui te met le plus à l'aise surtout, parce que c'est quand même très important de se sentir à l'aise quand on parle de soi. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi, mais que t'oses pas ou que t'as peur de me déranger ou que sais-je, sache que tu ne me déranges pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir regardé cet épisode en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo ou le prochain podcast, je te fais des très gros bisous. Ciao.